Maintenant, tout est au niveau de la conscience. Tout est au niveau de la conscience. Et je vais peut-être mélanger un peu, parce qu'on n'a pas trop de temps, hein, mais je vais peut-être mélanger un peu, parce que je vois que tout tourne autour de « on commence par où? On finit par quoi ?» En fait, ce qu'il faut, c'est déconstruire un discours qui est en notre défaveur et qui est construit sciemment pour continuer à nous conserver à perpétuité dans le rôle de consommateur et non de producteur et d'innovateur. C'est ça l'objectif. Dans d'autres laboratoires, l'Afrique a un rôle. Consommer ce qui est produit au nord et remettre à la disposition du nord nos produits pour qu'ils soient transformés là-bas et nous soient revendus. C'est ça le schéma. Une fois qu'on connaît ce schéma, on doit ne pas s'y conformer. Et il ne faut pas demander la permission à quelqu'un. Les Chinois n'ont demandé la permission à personne. Ils se sont organisés, ils ont pris un objectif, ils ont pris les modalités pour atteindre l'objectif et ils s'y sont mis. Aujourd'hui, c'est la première puissance commerciale du monde. Ils ont fait le contraire de tout ce qu'on leur a dit de faire internationalement. Mais ils ont toujours regardé quoi? Leur intérêt particulier. C'est tout. Donc il faut que les Africains arrêtent d'aller demander dans telle capitale, est-ce que ça va? Dans telle autre, est-ce qu'on peut faire cela? Et il faut arrêter l'infantilisation permanente de l'Afrique qui est faite avec notre propre caution. Par notre façon de nous comporter, nous permettons d'être pris pour des enfants. Donc, tout à l'heure, une question a été posée sur la dictature. Bon, voilà des termes qu'on n'utilise jamais pour les autres continents. La dictature. L'exemple de dictature, semble-t-il, serait Mohamed el-Kadhafi. Je dis non. Ce monsieur était, sur le plan politique, quelqu'un qui n'acceptait pas la contradiction. C'est vrai. Mais sur le plan économique, il n'y avait aucun pays au monde comme la Libye de Muammar el-Kadhafi. Pourquoi je le dis? Et ça, il faut le savoir, mesdames et messieurs. Parce qu'on ne vous le dira pas. Et on va toujours vous entraîner dans des faux problèmes en vous montrant des fausses questions. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Résolution 1973 du Conseil de sécurité, soi-disant pour protéger les Libyens fragiles et faibles, mais curieusement à qui on avait déjà donné des armes, qui avaient été parachutées. Ces civils-là, entre guillemets. La résolution finalement s'est avérée être là pourquoi? Pour éliminer un président en fonction. C'est du jamais vu. C'est extrêmement grave. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le dictateur? Je m'en vais vous donner ce que vous ne savez peut-être pas. J'ai été 4 fois en Libye, pas sous l'invitation de M. Kadhafi, non. Je suis allé là-bas comme membre de l'équipe et chef du groupe des experts de l'équipe du président d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, président Thabo Mbeki, sur les questions du Darfour. Il nous a reçus, lui, une fois, mais je suis allé là-bas 3 autres fois. La Libye que j'ai vue, pas qu'on m'a raconté dans un livre, se présentait de cette façon-ci. Tout l'électricité et l'eau gratuite pour tous les ménages libyens. Je vous demande de vérifier tout ce que je vais vous dire ici. Électricité et eau gratuite pour tous les ménages libyens. Le pétrole, c'est-à-dire l'essence, le litre à 0,55 €, c'est-à-dire quasiment gratuit. 0,55 € le litre pour tout le monde. Ce qui est mis à disposition de tous les étudiants libyens qui vont à l'étranger à partir de 1 500 $ de bourse chaque mois. Vous n'avez jamais eu de gens qui sont allés comme réfugiés libyens ou former une communauté de réfugiés libyens pendant ce temps-là.
les étudiants revenaient toujours. Je m'en vais vous donner autre chose qui va vous étonner. Le chômage. Si vous aviez la malchance d'être en chômage, l'État libyen payait à tout chômeur, disons que vous êtes ingénieur, l'équivalent de votre salaire de base d'ingénieur chaque mois, en attendant que vous trouviez un emploi. On vous payait comme si vous étiez déjà en fonction. Ce qui vous manquait, c'était les indemnités de responsabilité et autres. Mais le salaire de base, tous les ingénieurs, tous les professeurs, tous les cadres avaient leur argent. Le PNB par habitant de la Libye, 12 000 $ par citoyen. 12 000 $. La fourniture en eau d'un pays du désert, tout ce que je dis, vous allez noter pour aller vérifier, pour voir que le professeur Bondi ne raconte pas n'importe quoi. Vous allez noter. Fourniture en eau d'un pays en plein désert, par rapport aux ménages, 96% des ménages libyens avaient de l'eau fournie dans leur ménage. 96. En France, c'est 92%. Je termine avec une autre statistique. Chaque ménage libyen, c'était un droit d'avoir un logement, pas une faveur. L'État donnait un logement à chaque ménage libyen. J'ai dit à mes amis libyens que ce n'est pas possible. Ils m'ont dit, professeur, demain, nous irons à la mairie et vous allez voir le mariage auquel nous allons assister, n'importe lequel, vous allez voir comment il va se terminer. J'ai dit d'accord. Bon, avant d'aller à la mairie, j'ai quand même appelé mon épouse. Vous savez qu'aujourd'hui, on est à l'ère du cyberespace. Je ne veux pas qu'elle me voie à la mairie et se demande, mais qu'est-ce qu'il va chercher à la mairie? Il m'a laissé ici. Donc, je l'ai appelé pour lui dire que je serai à la mairie demain de Tripoli, mais pour des raisons essentiellement professionnelles. Je suis allé à la mairie, j'ai assisté à un mariage, et à la fin du service du mariage, le maire a dit, je le retiens encore bien, vous avez demandé dans le dossier que vous avez remis plutôt un appartement qu'une villa dont voici les clés. C'était devant moi, j'ai vu. Donc, voilà la dictature, mesdames et messieurs, dont on nous parle. Voilà le dictateur. Moi, je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir un dictateur comme ça. Le problème de ce dictateur, c'est qu'il s'occupe de sa population. Et il a refusé de donner le pétrole libyen à ceux qui imposaient qu'on le leur donnât. Il a refusé cela. Voilà son crime. Il arrive le 1er septembre 1969. Il fait le coup d'État. Je rejoins encore ce que disait le professeur Obenga. Il avait 27 ans. 27. 1er septembre 69. Premier geste qu'il fait, c'est quoi? Nationalisation du gaz naturel. Deuxième geste, il change la quotité pour le gouvernement du pourcentage des revenus pétroliers, qui était à 40%. Il dit à partir de maintenant, ce sera 52% pour la Libye et le reste pour les sociétés. Ce qui est un affront, ce qui est une provocation terrible. Donc ces problèmes n'ont pas commencé en 2011 quand on le tue. Ces problèmes commencent dès 69. On dit celui-là, il va voir s'il ose nous confronter. Donc ce qu'on appelle souvent le dictateur, c'est quoi? La plupart du temps dans ce langage-là, souvent c'est des gens qui ont décidé de se mettre à côté et souvent d'être au service de la population. Qui appelle certains rois d'Arabie Saoudite et du Qatar? On les appelle dictateurs. Personne ne les appelle dictateurs. Or, mesdames, vous ne pouvez pas vous déplacer dans ces pays sans être chaperonné, c'est-à-dire un homme à vos côtés pour aller faire vos courses. Jusqu'à il y a 2 ans, vous ne pouviez pas conduire une voiture là-bas, mesdames. Bon, on appelle ça comme on veut. Mais je crois qu'il faut faire très attention. Je termine, parce que j'ai... Alors, la grille de lecture par rapport à la guerre. Mesdames et messieurs, chers étudiants, il faut bien comprendre une chose. La guerre, comme l'aide internationale, sont des outils de contrôle.
bien comprendre ça. Tant que vous êtes en guerre, que vous vous tuez les uns les autres ont toute la latitude de se servir tranquillement. C'est ça. Et on va donc organiser et orchestrer. Oui, vous êtes nés au nord, battez-vous contre ceux du sud. Vous êtes des musulmans, battez-vous contre les chrétiens. Vous êtes les francophones, battez-vous contre les anglophones. Mais mesdames et messieurs, toutes ces distinctions ne sont même pas dans notre culture. Qui parlait le français ou l'anglais ici avant la moitié du 19e siècle? Personne. Dans un pays comme le Cameroun, avant le 4 mars 1916, personne ne parlait ni le français ni l'anglais. Aujourd'hui, on nous dit, vous êtes francophone et vous êtes anglophone, il faut avoir des antagonismes. Pourquoi? Ce sont les mêmes tribus de part et d'autre. Et quand on discutait de ça à Berlin, qui de nous était là-bas? Parmi vos aïeux, vos grands-parents, ils étaient là-bas à Berlin? Non. C'est entre eux qui se sont séparés et appropriés illégalement la terre d'Afrique et le sol d'Afrique. Je répète, illégalement. Et aujourd'hui, on doit se battre. Pour quelle raison? La seule raison, c'est pour créer, en fait, la diversion est utilatoire pour que continue le pillage. C'est tout. Tant qu'on n'a pas compris cela, nous allons jouer ce jeu morbide et funeste qui sera toujours entretenu et que nous devons nous-mêmes arrêter parce que nous avons compris les ficelles de ce jeu. Nous avons décidé d'arrêter. Un point, un trait. C'est tout. On n'a pas de permission à demander à qui que ce soit pour arrêter de s'entretuer quand même. On ne peut pas continuer comme ça. Être des enfants indéfiniment? Non. Non et non. Donc je dis que quand vous dites qui va le faire, mais c'est vous. Qui d'autre? Ce n'est pas les Martiens qui vont descendre pour arrêter les guerres ici. C'est bien nous. Qui est-ce qui vend les armes? En Afrique, il n'y a que 2 pays qui produisent très très peu d'armes. L'Égypte et l'Afrique du Sud. 98% des armes qui circulent en Afrique viennent des pays qui ne sont pas africains. Je m'en vais vous donner des statistiques. 80% des armes qui circulent dans le monde entier. En Afrique, il y a 500 millions d'armes dites de petit calibre. 500 millions, un demi-milliard. Je dis 80% des armes qui circulent dans le monde entier aujourd'hui ont la nationalité, soyons clairs, ont la nationalité des 5 pays qui siègent au Conseil de sécurité. Vous comprenez bien ce que je dis, hein? C'est-à-dire, ceux qui nous parlent de paix, la seule chose à laquelle on est en droit de s'attendre, c'est une résolution portant interdiction de produire des armes. Pas de les utiliser, mais de les produire. Ils ne le feront jamais. Pourquoi? Parce que le commerce des armes est le premier commerce au monde. Mais pour qu'on continue à produire des armes, il faut qu'il y ait des guerres. Et pour qu'il y ait des guerres, il faut qu'on crée des animosités, des antagonismes. Et il faut qu'on trouve des gens qui ne comprennent rien à tout ce qui se passe. Où sont-ils? En Afrique d'abord. L'autre est différent de toi. Bats-toi contre lui et tue-le. Mais vous achetez les armes où? On ne les produit pas. On achète chez eux. Si vous voulez faire une ferme de 100 hectares, vous n'allez trouver aucun argent. Mais si vous voulez acheter des armes, on va mettre à votre disposition, sous 48 heures, un protocole de prêt financier pour achat d'armes. Ce que je vous dis là, ce sont des vérités. Si vous voulez faire de l'agriculture ou de l'industrie productive, vous ne trouverez pas d'achat, vous ne trouverez pas d'accompagnement financier, comme disait tout à l'heure le professeur, accompagnement financier ou un appui financier. Mais si vous voulez acheter des armes, il y a plein de structures qui sont prêtes à vous en donner sous 48 heures. Parce que l'industrie des armes doit continuer à prospérer, à fonctionner
par tous les moyens. Nous devons donc dire en tant qu'Africains que nous avons compris ce dont il s'agit et qu'à partir d'aujourd'hui, nous refusons de continuer dans ce piège. Voilà de quoi il s'agit. Et quand nous l'aurons fait, nous allons maintenant aussi lancer une autre offensive, c'est celle d'une coopération. Parce que le soubassement culturel est là. C'est ce que disait Cheikh Anta Diop. Nous sommes en fait les mêmes cultures, mais différenciées et déclinées sous différentes formes, c'est tout. Mais on a les mêmes approches, la même cosmogonie, la même relation avec Dieu, la même relation avec notre prochain. Que vous alliez au nord ou au sud de l'Afrique, la manière dont nous traitons l'étranger qui arrive chez nous, la convivialité, c'est une imposition, c'est comme ça qu'on doit faire. Vous comprenez? Dans tout ça, il y a des différences, mais il y a beaucoup de convergences. Donc, quand on veut nous dominer, on montre tout ce qui nous divise et ce qui nous sépare. Comme ça, on peut s'entretuer. Mais en fait, nous devons prendre la dynamique inverse. Appuyer ce qui nous unit. Et ce qui nous unit est plus que ce qui nous sépare. Donc, c'est dans l'école qu'on doit enseigner ça. C'est dans les mass médias qu'on doit enseigner ça. C'est dans les morceaux de musique. C'est dans les pièces de théâtre. C'est dans les écrits. C'est dans tout ça qu'on doit inculquer désormais la nouvelle idéologie. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.